commencer, donc je voudrais vous annoncer, donc vous l'avez déjà, donc j'avais envoyé un courrier hier. Je voudrais vous annoncer que, vu les conditions sanitaires un petit peu et l'impossibilité de faire des réunions à grande échelle, donc nous avons décidé de reporter les journées, les 28e journées nationales de l'AMCAR au 2-4 septembre. Pour tous ceux qui écoutent, donc vous êtes bien entendu les bienvenus. Voilà, donc cette session est dédiée à l'imagerie de l'insuffisance cardiaque et pour ce faire, nous avons avec nous deux experts de taille, le professeur Lim Pascal de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ça va être le début d'une très bonne collaboration avec l'AMCAR et aussi avec la cardiologie marocaine. Je laisserai tout à l'heure mon ami Atef te présenter. Nous avons aussi avec nous Madame le professeur Dormi Nawal, que tout le monde connaît bien entendu, et qui va nous parler, elle, de l'IRM. Merci beaucoup, Nawal, d'avoir accepté notre invitation. Et pour animer tout ça, donc, nous avons avec nous nos amis et chers professeurs, le professeur Khatori, qui est professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine de Marrakech. Il est chef de service, chef de pôle médical de l'hôpital militaire à Vicenne de Marrakech et il est membre fondateur du printemps de cardiologie. Merci beaucoup, c'est Ali, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Si. Et aussi, nous avons avec nous Saatef Benias, que vous connaissez très très bien. Saatef Benias, il est professeur de cardiologie à la faculté de médecine de Rabat. Il est chef du centre de cardiologie de l'hôpital militaire de Rabat. Il est responsable de la filière d'écho et d'imagerie à la Société marocaine de cardiologie et il était aussi ancien secrétaire général de cette même société, la Société marocaine de cardiologie. Saatef, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc je voudrais, avant de te donner la parole, Saatef, de remercier les laboratoires Novartis pour leur soutien à ce webinaire. À toi la parole, Saatef. Merci, cher ami, cher Saïd, pour cette invitation. C'est un réel plaisir de partager cette réunion avec mon ami professeur Khatori, mon cher ami Pascal Lib et ma collègue et camarade de promotion, Madame professeur Dormi. Voilà, donc comme tu viens de le dire, Si Saïd, donc je vous remercie énormément. Je remercie à travers toi l'Association marocaine de cardiologie pour cette réunion. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour un thème qui est d'actualité, un terme très très intéressant qui est le rôle de l'imagerie dans l'insuffisance cardiaque. Et on verra à travers les deux présentations de nos éminents orateurs tout à l'heure les questions et les débats que pourraient, qui vont être certainement soulevés par l'assistance. Monsieur Pascal Lim, nous le connaissons maintenant depuis pas mal d'années. Donc, il a déjà été invité à nos journées une fois des journées de l'hôpital militaire. Il a été aussi invité à la Société marocaine de cardiologie. Donc, il est professeur des universités à l'université de Créteil et il est aussi praticien hospitalier et, à l'hôpital Henri Mandor, donc de Créteil. Il fait beaucoup de travaux sur l'imagerie. Il a beaucoup de projets de travaux et de recherche en imagerie, aussi bien dans le domaine des VAR, dans le domaine de la cardiopathie ischémique. Il a beaucoup publié. Et donc, c'est un honneur pour nous de le recevoir chez nous pour cette animation de cette réunion. Monsieur Pascal Lim, je vous donne la parole pour la première intervention. Merci Zahatif, merci Saïd, et puis merci à tous les membres de l'association de cardiologie marocaine. Bon, c'est vraiment un honneur d'être parmi vous, de vous faire cette présentation. Alors Saïd m'a demandé de vous faire une présentation vraiment de façon à ce que les connaissances soient rappelées sur l'évaluation de
l'échographie cardiaque au cours d'un bilan d'insuffisance cardiaque. Et donc, on va travailler cela au travers d'un cas clinique dans une première partie. Et puis, dans une seconde partie, on fera le traitement de l'insuffisance cardiaque qui a été demandé. Voilà, quelque chose d'assez léger pour la partie de traitement parce que vous connaissez très bien. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que vous voyez bien. Si vous me confirmez, Sahatif, on voit bien l'écran. Alors, ça, c'est un patient qu'on avait vu en mars 2018 qui était venu en consultation. C'est un patient de 34 ans qui était venu en consultation parce il était essoufflé. Il avait une dyspnée chez un patient qui est greffé du cœur. Il était à 18 ans de sa greffe pour une CMD à coronaire saine, de façon CMD familiale. Sa dernière biopsie pour vérifier qu'il n'y avait pas de rejet sévère daté d'il y a un mois et il y avait un petit rejet modéré de grade 2 avec une coronarographie qui ne montrait pas de maladie du greffon. Il a une insuffisance rénale chronique à cause de la cyclosporine. Il y avait 180 micromoles par litre, ce qui lui fait une clairance de 40 millilitres minute, donc une insuffisance grade 3, mais pas terminale. Et vous voyez qu'en l'examinant, on a une fréquence cardiaque à 107 par minute, 154 de tension artérielle systolique, 94 de diastolique, un patient qui se décrit en stade 3, qui n'arrive plus depuis un certain temps à faire des efforts, pas d'insuffisance cardiaque droite, un électrocardiogramme en rythme sinusal avec un bloc droit constitutionnel post-greffe qu'il a depuis 18 ans. Son traitement, si les 3 premiers, ce sont les anti-rejets, et puis il a un traitement qu'on garde toujours d'atorvastatine et d'aspirine contre la maladie du greffon sur les artères. Il a un fond de furosémide, il a un peu de potassium, il y a un peu d'énalapril, un peu de bisoprolol. Il n'a pas d'inhibiteur des anti-aldostérones compte tenu de sa fonction rénale. Alors, je vous montre l'échographie cardiaque que je vous commente en même temps parce qu'on ne peut pas avoir d'interaction. Donc, on a, vous voyez, un VG qui a l'air de bien se contracter. Sur les mesures, on a 10 de septum, 54 de diastolique et 40 de systolique, 11 de par postérieure, ce qui nous fait une fraction d'éjection en Simpson biplan à 50%. On a une oreillette gauche qui est dilatée à 44 mm. Et on a une insuffisance mitrale sur A2P2 qui semble au moins modérée à moyenne. On regarde ensuite en parasternal le petit axe sur la vue tricuspide, donc on tourne à 90 degrés, on voit une fuite mitrale, une fuite tricuspide avec une Vmax à 3 mètres, ce qui lui fait une PAPS un gradient de pression à 36, si on rajoute 10, ça fait 46 mm de mercure. Voilà, je vous montre le flux pulmonaire. Et puis, je vous montre un petit axe. On a une synéchitique qui est homogène en petit axe, une fuite mitrale qu'on voit bien qui est fonctionnelle, hein, avec une ouverture, enfin une fuite qui est visible sur toute la longueur de la bouche mitrale, qui est typique des fuites fonctionnelles. Voilà, et on a une 4 cavités avec, là, pareil, une fuite fonctionnelle sur A2P2, un flux mitral que vous voyez ici avec une Vmax à 1,26 et on a une Vmax de l'IM à 5,3 mètres. Voilà, une 2 cavités, une 3 cavités et une fuite tricuspide avec une évaluation des pressions droite, une veine cave inférieure avec le TM et le TAPS qui est à 15 mm. Donc, la première, bien sûr, quand on évalue un patient qui vient pour Disney, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la fonction ventriculaire gauche. Alors, je ne sais pas si on peut voter, Saïd et… Alors, non, tu peux poser des demander, voilà, questions. Voilà, et puis on va se donner 30 secondes. Ça Atif, il marche. va se donner 30 secondes, Super. et puis il verra un petit peu les réponses qui sont… Super. Donc, voilà, je pense que c'est important de vous demander la première chose systématique, quand on vous donne un examen complet comme ça, est-ce que vous trouvez que la fonction est très altérée? Donc, c'est la réponse A. Personne ne sait, donc vous pouvez voter. Je pense que c'est important de participer
Réponse B, moyennement altérée, 35-45. Réponse C, peu altérée, 45-50. Ou réponse D, préservée. Alors, je vous remonte l'échographie, comme ça, je laisse le chronomètre et puis je vous invite à voter, hein, pour qu'on ait un peu une idée de comment on pourrait répondre. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est toujours très subjectif, la fraction d'éjection visuelle comme ça. Alors, donc, Donc, nous avons des réponses un petit peu B alors la réponse B. et quelques réponses D. Bon, et Alors, quelques réponses C. et Donc, quelques réponses C. Alors, comment est-ce qu'on peut voir les réponses? Moi, vous voyez là, ça s'affiche ou pas notre… ben, c'est sur non, c'est sur l'espace question. Donc, D'accord. on Alors, qu'est-ce n'a qui pas. prédomine alors? Ben, je crois que c'est la réponse B qui prédomine un peu. Alors, la réponse B. Alors, La réponse B qui prédomine, je crois. donc la réponse B, c'est moyennement altéré entre 35 et 45%. Oui. Ouais, je vous montre. C'est que les Karl Druck, je pense, marocains sont vraiment très, très bons. Parce que, hein. Donc, en effet, vous voyez que bon, même si la réponse B prédomine, je pense que ça va de B à D, non? C'est ça, il n'y a pas de A, mais il doit y avoir des gens qui ont dû répondre C et D. C'est ça, Oui, oui, oui. Il y a Latif. quelques Voilà. réponses C, Donc, un petit peu de réponse D. ouais. Donc c'est important pour être très reproductible, hein, c'est de toujours faire une mesure de la fraction d'éjection par la méthode de Simpson-Biplan. Et on est vraiment surpris quand on fait la méthode Simpson-Biplan de se retrouver, vous voyez, avec 37% de fraction d'éjection, alors qu'on peut se dire que bon, bah, ça peut être une effet préservée ou moyennement altérée entre 45 et 50%. La règle, c'est vraiment de toujours ne pas se fier seulement qu'à son œil. Il faut se fier faut faire la mesure. La règle du Simpson-Biplan, c'est en diastole, on est à 1 mm dans l'endocarde, et en systole, on prend la bordure interne. On exclut, bien sûr, comme vous voyez ici, les trabéculations en systole et en diastole. Donc, ça nous fait 153 millilitres de diastole et 97 de systole. On peut aussi utiliser la FE semi-automatique qui est présente dans toutes les machines, que ce soit GE, Philips ou autres. Euh, il faut bien connaître les méthodes. Par exemple, chez GE, ben, en fait, le contour semi-automatique se fait en systole. Donc, il faut bien se mettre dans l'endocarde à 1 mm et ensuite réajuster au besoin la systole et la diastole. C'est identique, hein, les paramètres de mesure par rapport au Simpson. L'avantage, c'est vraiment le gain de temps, hein. Ça se fait en 1 minute versus le tracé manuel. Et puis, c'est surtout reproductible entre les différents observateurs. Maintenant, ils des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent vraiment d'améliorer ce tracé. Et donc, vous voyez ici, on a en Simpson biplan, on a 157, 55 et on a une fraction d'éjection pardon, à 38%, identique à peu près à ce qu'on avait manuellement. Alors, est-ce qu'il y a quelle technique vous utiliseriez pour confirmer ou pour dire, ben voilà, j'ai raison si jamais il y a des discordances? Est-ce que vous pensez que le DTI, l'indice de Tay ou le Doppler tissulaire ou le strain, quelle méthode vous permettrait de confirmer votre évaluation de la fonction VG? Alors ça, je vais laisser quelques secondes aussi, hein, donc on va dire 20 secondes pour voter. Est-ce que c'est la DP sur DT, l'indice de Tay. Qu'est-ce qui permettrait de confirmer l'altération modérée, donc entre 35 et 40% de la fraction d'éjection? Alors, est-ce qu'il y a des votes qui se font? Oui, il y a des questions, il y a des réponses sur D essentiellement, quelques D. C, D'accord. Ouais, quelques réponses C, mais surtout D. Donc, quelques, alors, quelques réponses D, bah, ils ont tout à fait raison, hein. Donc là, je vous rappelle juste la DP sur DT, c'est le rapport entre enfin, c'est surtout la pente de montée de pression au cours de la systole. Donc ça s'évalue seulement s'il y a la présence d'une IM. Et donc, si vous voulez, c'est un peu cette pente-là, la force d'éjection du cœur. Donc ça, c'est la courbe de pression du VG.
qu'on retrouve sur l'IM, d'accord, comme vous voyez ici. Et donc, vous voyez que le flux d'IM va vous refléter la pression qui règne dans l'aorte. Et en prenant la pente entre 1 mètre et 3 mètres, on peut calculer cette pente-là. On sait qu'entre 1 mètre et 3 mètres, il y a un gradient de pression de 32 mm de mercure et 32 divisé par le temps qu'on met, c'est-à-dire ici 35 millisecondes, ça vous donne la dP sur dt. Et vous voyez que la dP sur dt, elle est chez nous à 914. On considère qu'elle est normale à 1200 et qu'il y a une dysfonction sévère à 400, c'est un seuil pronostique, millimètres de mercure par seconde. Donc, ça ne nous donne pas une évaluation de la fonction ventriculaire gauche, ça nous donne juste un seuil pronostic. Si on a une dP sur dt très altérée à moins 400, le pronostic du patient, c'est comme s'il avait 30% de fraction d'éjection. Alors, la précision de cette mesure, elle est douteuse, hein, même si on dit qu'elle est charge dépendante, ce n'est pas vrai, puisqu'elle va dépendre de la pression artérielle, la post-charge, et la précision va dépendre de l'échantillonnage que vous avez du flux de fuite mitrale. Le deuxième indice, ce sont des indices qui sont indépendants de la géométrie du VG, donc c'est pour ça qu'ils étaient intéressants à un moment donné. Le deuxième indice, c'est l'indice de Tay. L'indice de Tay, ça explore surtout le raccourcissement de la systole. Quand vous avez une dysfonction VG, vous avez la systole, donc la phase d'éjection qui est réduite, et on va rapporter cette phase d'éjection, la réduction de cette phase d'éjection par rapport à la durée totale, enfin, par rapport à l'élargissement des durées diastoliques. Et donc, si vous voulez, c'est relativement simple à calculer. Donc, vous prenez votre temps diastolique, vous retirez la systole, d'accord? Donc, plus la systole va être raccourcie, plus la durée des temps de relaxation va augmenter et on divise par la systole, d'accord? Donc, plus la systole est petite, plus il y aura, plus l'indice de Tay va augmenter et plus la dysfonction VG est sévère. La normalité, c'est 0,38, d'accord? Et quand c'est supérieur à 0,47, eh ben, c'est qu'il y a une dysfonction VG symptomatique sévère qui engendre le pronostic. Chez ce patient, vous voyez, on a pris la durée entre deux intervalles de l'onde E, dans deux intervalles systoliques. On a retiré la durée d'éjection, on a divisé par cette durée d'éjection 217 millisecondes et ça fait 0,45. D'accord, c'est relativement facile à faire. Vous prenez une durée entre deux ondes EE, enfin A et E, et vous retirez la durée de la systole et vous divisez par la systole à nouveau. Le Doppler tissulaire, ça a été très utilisé dans le début des années 2000, puisque c'était le seul indice de déformation longitudinale qu'on avait et que ça avait été validé chez l'insuffisant cardiaque. Vous voyez que je vous donne l'onde S ici, c'est 6,5 cm par seconde. Et quand cette onde S devient inférieure à 3 cm par seconde, on a le pronostic qui est très engendré. Le problème, c'est que plus vous avez des patients qui ont des dysfonctions VG, plus le rapport signal-son-bruit qui est utilisé pour échantillonner le Doppler tissulaire est augmenté. Et donc, ça donne une imprécision vraiment de mesure lorsque les VG sont dysfonctionnels. C'est utilisé parce que on l'utilise encore parce que quand on a fait E sur E', on l'a. Mais ce n'est pas très précis parce que quand il y a une dysfonction VG sévère, on ne voit plus grand-chose. Le signal il est très parasité. En fait, la bonne réponse est le speckle tracking par la méthode, enfin le strain longitudinal par la méthode du speckle tracking parce que c'est la méthode la plus reproductible. On a 2% de reproductibilité enfin, en valeur absolue et 10% en mesure relative. Et donc, l'avantage de la mesure de la fonction systolique par le strain longitudinal en speckle tracking, c'est qu'on a sur les cardiopathies à fonction VG altérée, comme les cardiopathies ischémiques, on a une corrélation qui est assez linéaire entre cette fraction d'éjection et le strain longitudinal. Ça, c'est les valeurs d'une méta-analyse qu'avait publiée Marwick dans le JACC Imagine. Et quand on reporte les résultats de cette méta-analyse, on retrouve vraiment une proportionnalité entre le strain et la fraction d'éjection. Et donc, pour ceux qui n'utilisent pas le strain régulièrement, en fait, il faut retenir soit la formule 2,7 fois le strain longitudinal plus 10,
soit vous retenez que un strain normal, c'est plus de -16, donc c'est plutôt aux alentours de -18, plus ou -2. Et quand on est en dessous de -16, vous voyez que c'est tout à fait anormal, hein. Entre -15 et -10, ça représente une altération modérée de la fonction ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection entre 35 et 50%, donc 50 pour -15 et 35 pour -10. Et lorsqu'on a moins en dessous de 9, -9, c'est une altération très sévère. La valeur normale, je vous rappelle, c'est -18 à 21. Et la zone grise, on peut avoir des doutes, c'est de -18 à -16, où vous avez des cœurs de sportifs qui peuvent avoir -16, qui est tout à fait normal. Et donc, on ne peut pas trop trancher. C'est un peu l'histoire de la maladie, les courbes de strain longitudinaux, les courbes de strain locaux qui vont nous permettre de débattre. Ce qui est intéressant avec le strain, c'est que ça permet de détecter l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Vous voyez que ça, c'est une cohorte de 739 patients qui avaient des fractions d'éjection à 50%, plus de 50%, qui ont été hospitalisés pour dyspnée et qui sont sortis avec diagnostic d'insuffisance cardiaque et un traitement diurétique. Et vous voyez que la médiane de strain longitudinal chez ces patients, c'était -13. Et quand le strain était anormal, donc une seuil à -16, et le pronostic de ces patients était significativement altéré lorsqu'on l'ajustait aux autres paramètres cliniques. Et donc, alors, on va voir que le strain longitudinal régional va permettre un peu, justement, quand on est dans la zone grise, d'avoir une idée de la cardiopathie, et notamment, justement, si vous avez -16 en cas d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé, vous pouvez avoir une idée de la cardiopathie. Vous avez deux types de patterns. Vous avez le pattern en aspect de cocarde, d'accord? Ça, c'est important de savoir que cet aspect de cocarde va vous permettre de détecter les cardiopathie débutantes. Alors, vous avez la cocarde typique avec la pointe très préservée et toute la base effondrée. Ça, c'est l'amylose cardiaque, hein, mais ce n'est pas spécifique. Vous avez la même chose dans les valvulopathies ou dans les hypertensions, c'est-à-dire qu'on va avoir un dégradé de la base vers une pointe qui est préservée. Ceci, c'est probablement lié à la géométrie du VG, c'est-à-dire que les contraintes pariétales sont plus fortes aux bases, parce que le VG, forcément, est plus gros, hein, c'est la formule de la contrainte pariétale. Et alors qu'à la pointe, vous voyez que le strain est beaucoup plus préservé parce que le diamètre sont plus petits. Et vous avez la même chose en cas de chimiotoxicité ou de CMD débutante. Donc le strain aide beaucoup pour permettre de savoir si on a un strain limite normal, comme dans les sportifs, ou un strain témoignant d'une cardiopathie débutante. Vous avez ensuite le deuxième groupe, ce sont les altérations systématisées. Dans la cardiopathie ischémique, vous voyez qu'on a l'inverse de la cocarde, c'est-à-dire qu'on a la pointe atteinte, puisque la coronaire droite et la CX et l'IVA, par contre, revascularise la pointe tous les deux dans 80% des cas. Donc, quand vous avez une atteinte de cardiopathie ischémique, comme au stress, vous allez chercher d'abord la déformation de la pointe comme altération du strain. Et vous voyez, ça, c'est typique d'une nécrose antérieure avec une nécrose transmurale en apicale avec une viabilité en antérieure et latérale. Vous avez ça, par contre, une nécrose étendue sans viabilité où on en attend toute la partie antérolatérale. Et puis, vous avez le pattern bloc de branche gauche, qui est le miroir de l'infarctus antérolatéral, qui est une hypokinésie septale, parce que le septum travaille tout seul pendant la phase systolique, et ensuite une hyperkinésie latérale pendant la diastole, puisque la paroi latérale travaille à faible pression, avec un peu une altération du strain, mais pas marquée en latéral. Et vous avez les CMH. Les CMH, c'est assez typique, c'est une altération septale avec d'autres régions, mais l'altération est marquée dans les zones où c'est hypertrophié. Ce n'est pas la cocarde de l'amylose cardiaque. Alors, donc, globalement, ce patient, je pense qu'on est d'accord, puisque quand on calcule son strain ici, vous avez -10%. D'accord? Donc, -10%, si vous regardez le tableau qu'on avait mis ici, enfin la courbe, -10%, on est à peu près à 36-37% de strain, de fraction d'éjection. Donc, ce qu'on avait 38%, on peut considérer
comme vous l'avez dit, qu'il a une dysfonction VG moyenne, modérée à moyenne. Et donc, je vais vous demander ce que vous pensez de ces conditions de charge. Alors, c'est une question parce qu'une fois qu'on a calculé, qu'on a dit, bon, voilà, il y a une dysfonction VG, il faut dire, est-ce que les conditions de charge droite, charge gauche sont augmentées ou pas. Alors, c'est souvent des notions que les plus jeunes ont du mal à comprendre. Donc, ce patient qui a 14, 9 non, 15, 9 de tension, qui est dyspnéique, est-ce que vous pensez que la post-charge est augmentée? Donc, il peut y avoir plusieurs réponses bonnes. La précharge est augmentée. La post-charge VD est probablement normale. La précharge VD est normale. Et la précharge VD est augmentée. Là, c'est un peu compliqué. Je vous laisse regarder le voter. Donc, est-ce que la post-charge VG est augmentée déjà? Donc, donc, je vous demande de voter réponse A ou pas. Donc, après, on passe. La précharge VG est augmentée ou pas? La post-charge VD est normale. La précharge VD est normale ou la précharge VD est augmentée. Normalement, si vous comprenez tout, les votes. Alors, ça donne quoi, Bon, Saïd? oui, on a quelques réponses. B, A, B, E. Alors, B, A, B et E. Donc, Ouais. A, B, E. Eh ben, c'est parfait. A, Ils B, E. sont, ils sont Voilà. très, On ils sont a. très forts. A, B, E, c'est parfait. Donc, en fait, ces notions de charge sont très importantes à comprendre dans l'insuffisance cardiaque, puisque l'objectif, c'est de diminuer le travail cardiaque. Et donc, le travail cardiaque, lui, va dépendre de la post-charge. La post-charge, c'est bien sûr la pression artérielle, d'accord? Donc, la pression artérielle, c'est la pression artérielle moyenne, c'est la PAS plus 2 PAD. Et donc, pour que ce soit optimal, il faut que ce soit 70 mm de mercure. Donc, il ne faut pas que faut que le cerveau soit perfusé, mais il ne faut pas que le VG travaille trop. Donc, si vous voulez, la post-charge, c'est ce travail que doit faire le VG pour ouvrir les valves aortiques. Et donc, vous voyez, chez ce patient, il a 114 mm de mercure. Donc, sa post-charge n'est pas optimisée. Donc, c'est vraiment, il faut le vasodilater pour pouvoir diminuer son travail cardiaque. La précharge du VG, pendant longtemps, on pensait que la précharge doit être optimale, enfin, doit être un peu augmentée pour que les muscles puissent travailler. Mais en fait, on s'est rendu compte que s'il y a une précharge trop importante, le VG était trop étiré, ça stimulait le système rénine-angiotensine, donc ce n'est pas très bon. Et donc la précharge du VG, bah, c'est son remplissage, sa pression de remplissage, et donc ça va être la POG, euh, donc là, qui va être reflétée par la taille de l'OG, E sur A, E sur E', ou la PAPS qui la calcule directement, ou le temps de prééjection pulmonaire. Et la précharge du VG, ça représente la post-charge du VD, d'accord? Le VD ne peut pas bien travailler si il y a trop de pression dans le VG, parce qu'il va pousser, il va se retrouver dans un bloc. Et c'est comme ça qu'il y a le VD se met à plat, développe des IT si on a une HTAP trop importante. Et la précharge du VD, eh ben, c'est la conséquence de la dysfonction VD, donc ça va être la veine cave inférieure et la taille de l'OD. Donc chez ce patient, bah, on sait que sa post-charge est augmentée, donc la réponse A est bonne. La réponse B, eh ben, c'est la précharge du VG, donc c'est les pressions de remplissage du VG. Et ben qu'est-ce que disent les recommandations de 2016 dans le JASE? Ils disent que la première chose à regarder, c'est E sur A. Vous voyez que E sur A, vous vous rappelez, c'est une grande onde E quasiment exclusive avec une petite onde A. Donc on a un E sur A supérieur à 2, on devrait s'arrêter là et on dit que c'est augmenté. Si on a un E sur A inférieur à 0,8, on dit que c'est normal, on s'arrête là. D'accord. Et si on a un E sur A entre 0,8 et 2, on est en zone grise, on doit faire E sur E', ou on doit regarder le flux tricuspide s'il est supérieur à 2,8 mètres, ou est-ce que l'OG est dilaté ou pas. Enfin, si on n'arrive pas à faire si un des trois critères manque, on peut rajouter le flux pulmonaire. Alors, E sur A, ce qui est important, c'est bien de le prendre à l'extrémité des feuillets mitrales, en expiration Doppler pulsé.
bien faire défiler à 100 millimètres par seconde pour avoir une précision. Et je vous rappelle que c'est corrélé de façon non linéaire avec la P-cap et que ce n'est pas applicable en cas de fibrillation atriale ou bloc gauche avec PR court. E sur E', bah ça on l'utilise couramment. On sait que E sur E' supérieur à 14, ça permet d'avoir une super bonne valeur prédictive positive pour prédire une augmentation des pressions de remplissage, mais ça n'a pas une très bonne valeur prédictive négative. La PAPS, c'est une mesure directe de la précharge VG. D'accord, c'est le seul moyen d'avoir la mesure directe. Je vous rappelle qu'il faut bien vous aligner sur le flux de la PISA. D'accord. Et ensuite, c'est une estimation par la loi de Bernoulli, 4V au carré plus soit 5, soit 15. Il y en a certains qui mettent 10 directement selon la variation de la veine cave. D'accord. Plus de 10 une variation de plus de 50%, on dit que les pressions ne sont pas augmentées. Et plus de 50%, on dit que les pressions sont augmentées. On met 15. D'accord. La valeur normale, c'est inférieur à 35 mm de mercure. On peut utiliser le flux d'IP qui est plus difficile. C'est pareil, il faut bien vous aligner sur le flux comme si vous aligniez sur une pizza, sur la plus grosse boule, et après vous tirez dessus directement. Et donc, on prend la vitesse, la PAM, la vitesse 6, la maximum, on 3 fois cette vitesse maximum, moins 2 fois la vitesse diastolique. Et ça nous permet d'avoir la PAPS. Ça, c'est calculé directement normalement sur votre machine. Enfin, l'OG, la taille de l'OG, en fait, c'est vraiment un bon mesure de la charge, mais pour témoigner d'une élévation chronique des pressions. Et donc, quand c'est supérieur à 34 mm par mètre carré, c'est un peu comme l'hémoglobine glyquée des pressions de remplissage. Ça permet de dire que les pressions sont augmentées depuis assez longtemps. Donc, vous voyez ce patient, il a une onde E exclusive, il a 2,9 mètres, il a une OG à 90 millilitres, il a un rapport E sur E' à 10 et surtout, il a une IM qui est assez fonctionnelle. Donc, ça témoigne d'une augmentation des pressions gauche de façon aiguë, quoi. Enfin, de façon là actuellement. Sur la précharge droite, le plus facile à utiliser, c'est la veine cave inférieure, hein, d'accord, quand elle est dilatée et non compliante, que ce soit en 2D ou en 3D. La variation de cette veine cave, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure précision. Donc, une variation de plus de 50% permet de témoigner d'une pression basse et moins de 50% des pressions augmentées. Alors, une fois qu'on a, donc on a dit qu'on va calculer la fonction VG, la fonction VD, ce qui est difficile dans les évaluations de l'insuffisance cardiaque, c'est qu'il y a des fuites partout. Et donc, ça peut faire des échos d'une demi-heure ou d'une heure. Et donc, il faut aller assez vite. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous donner des idées claires. Alors, il faut retenir donc la fonction VG. On fait le Simpson biplan, le strain. D'accord, on s'arrête là. Les pressions de remplissage, on fait E sur A et voir E sur E' et la PAPS. Et puis, on fait de la veine cave inférieure. Et puis, on s'arrête là. On ne fait pas les flux pulmonaires. On ne fait pas tous les flux. Si on a E sur A supérieur à 2, on s'arrête. On dit que les pressions sont augmentées. Maintenant, on va faire les fuites fonctionnelles, parce que les fuites fonctionnelles, ça a des implications thérapeutiques pour raisonner. C'est-à-dire que quand il y a des fuites fonctionnelles significatives, c'est d'emblée, on peut dire que les pressions sont quasiment élevées, on ne maîtrise pas. C'est un peu les mots comme la taille de l'OG, quoi. C'est un marqueur d'élévation chronique et aiguë des pressions de remplissage. Alors ici, vous avez des fuites fonctionnelles. Je vous donne l'image en dynamique des fuites mitrales en 4 cavités et en 2 cavités. Vous avez le rayon de PISA de 6 mm avec une vitesse d'aliasing à 0,25. Vous avez un gradient. Je me rappelle juste, donc je vous ai montré, on a l'IM. Donc ça, c'est une IM typique de fonctionnelle. Hein. Les IM fonctionnels, vous voyez, c'est dans chaque commission, sur le long de toute la bouche mitrale que ça fuit. D'accord, c'est pas comme les IM de prolapsus. Les prolapsus ou les IM organiques fuient là où il y a le trou. Les IM fonctionnels, ça fuit tout le long de la bouche puisque c'est un défaut de coaptation, c'est un tenting et une dilatation de l'anneau. Vous allez avoir le rayon de PISA, 6 mm, 0,25 d'aliasing, et puis vous avez la Vmax avec le gradient maximal. Ce gradient maximal, vous voyez, qui reflète exactement
la pression artérielle moyenne. Hein. On a fait calculer la pression artérielle moyenne, on avait à peu près 110 mm de mercure. Ici, on a 112 de gradient. C'est la pression centrale que vous avez au niveau de l'aorte, hein, d'accord? Donc, faut pas, plus la Vmax est important. Par contre, si vous avez une petite Vmax et vous avez une tension élevée, c'est que votre échantillonnage est faux. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Puis, vous avez la même chose en fuite, en, en fuite tricuspide. Vous avez 4 mm de rayon de Pisa, 0,28, 2,9 de Vmax, 34 de gradient moyen. Donc, je vous rappelle, la Pisa, c'est le calcul direct de votre fuite, la sévérité de votre fuite, donc du trou qui règne dans votre valve. C'est la méthode de choix. Hein. Faut vraiment faire cette méthode. Il faut la maîtriser complètement. Donc, le principe de la PISA, c'est une équation de continuité. Vous voyez que sur la boule en bas, là, vous voyez mon flèche. Donc, le débit de sang qui passe sur la base de l'hémisphère ici, que vous voyez ici, est égal au débit du sang qui va passer là où il y a la Vmax, c'est-à-dire le trou de l'IM. D'accord? Ça, on est clair, le trou de l'IM que vous voyez ici. En fait, pour calculer le débit de sang dans l'hémisphère, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre la partie haute de l'hémisphère, parce qu'on ne peut pas calculer la partie de la base de l'hémisphère, mais on considère que comme c'est une hémisphère, donc on va avoir le rayon qu'on a, c'est égal au rayon de la base. On est d'accord? Vous êtes d'accord dessus, Saïd et Safi? Oui, c'est parfait. C'est Oui, tout parfait, à fait. tout le monde comprend, tout le monde nous suit, donc d'accord. Donc à partir de ça, on connaît la vitesse puisqu'on l'a fixée nous-mêmes. En général, on la fixe à 10% de la Vmax. Et donc pour les IT, on la fixe à 0,28 et pour les IM, on la fixe à peu près à 0,4, ce qui correspond à une pression artérielle moyenne. C'est comme ça qu'on estime. Donc c'est comme ça que Dujardin et Tribouillat avaient fixé un peu la méthode. Donc, c'est un peu à 10% de la Vmax. Et donc, retenez bien 0,28 pour les fuites tricuspides, 0,28 pour les IA, puisque c'est les gradients de pression qui règnent, et 0,4 pour l'IM. Donc, à partir de ce rayon, on fait 2 fois, puisqu'on n'a pas on peut avoir le diamètre, fois pi, ce qui va nous permettre d'avoir la surface au carré. Enfin, on fait 2 fois le rayon au carré fois pi, ce qui va nous donner la section de la surface. On va multiplier par la vitesse qu'on a setée, qu'on a déterminée, et on va diviser par la vitesse maximale, donc qui va passer par le trou, ce qui nous permet d'avoir le trou que vous avez dans la valve mitrale. D'accord? Donc, c'est comme quand on fait une équation de continuité de RAC. D'accord? Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est relativement simple. Et vous voyez, le seul hic, c'est vraiment d'échantillonner cette boule de Pisa. Et il faut la chercher. Il faut chercher, parce que souvent, on peut échantillonner sur la tranche et donc on la sous-estime. Et parfois, quand on a plusieurs orifices, eh ben, il faut sommer les différentes valeurs de Pisa. Et c'est pour ça que le seuil de la Pisa pour les IM fonctionnels est plus basse parce que ça fait surtout le long de la bouche et qu'on n'échantillonne pas le long de la bouche, on échantillonne à un point et donc on sous-estime largement les fuites fonctionnelles. Alors, je vous donne les seuils de fuite de Pisa. Pour la mitrale, quand c'est organique, c'est 30 pour une fuite moyenne et 40 mm² pour une fuite sévère. Et la fuite sévère, ça devient 20 mm² lorsque c'est des fuites fonctionnelles, puisque ça fuit sur tout le long de la bouche. On peut utiliser les rayons de Pisa en mettant une Vmax, une vitesse d'aliasing à 0,4 pour les fuites fonctionnelles mitrales. Donc entre 6 et 9, ça fait une fuite moyenne. En supérieur à 9, ça fait une fuite sévère. Bien sûr que l'estimation par le rayon ne marche pas pour les fuites fonctionnelles. Pour les fuites tricuspides, les PISA c'est à peu près les mêmes, 20 à 40 mm² pour des fuites moyennes et 40 à 60 mm² pour des fuites sévères, avec des rayons pareils, 6 à 9 et plus de 9 mm pour la tricuspide. Alors, il y a 2 classifications qui sont proposées pour faire de l'interventionnel. C'est 60-80 mm², c'est les fuites massives, et plus de 80 mm², c'est les fuites torrentielles. Ça, c'est les classifications parce que quand on fait du clip tricuspide, pour pouvoir évaluer des régressions, ils sont obligés de faire intervenir des
de valeurs complémentaires. Et donc, pour ces patients-là, vous voyez que, en fait, c'est assez simple, puisque si on regarde le seuil de 6 mm, on sait on peut dire déjà d'emblée que les fils sont pas sévères. Ça fait 10 mm² de PISA, donc c'est des fuites qui ne sont pas importantes, des 10 mm² pour la fuite tricuspide. Donc, deux fuites pas importantes, d'accord. Voilà. Alors, la dernière évaluation, c'est la fonction droite et la fonction ventriculaire droite. Est-ce que vous la trouvez préservée, altérée ou très altérée? Donc, je vous montre ça. On a 15 de TAPS, 10 cm de vitesse au niveau de l'anneau tricuspide. Donc, réponse A, c'est préservé. Réponse B, c'est altéré. Réponse C, c'est très altéré. Donc, La réponse A, apparemment. alors, Il y a la beaucoup de réponse A, réponses c'est A. préservé. Bon, alors, en fait, le VD, on a la chance que la contraction est quasiment que longitudinale. 80% de la contraction est longitudinale sous les fibres longitudinaux. Donc, il y a peu de participation radiale. Donc, pour le TAPS, l'onde S et le strain longitudinal, ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que le VD, vous voyez, c'est assez complexe. C'est compartimenté en trois zones. La partie infundibulaire qui reçoit, c'est la zone tricuspidienne qui reçoit le sang, la partie apicale et la partie éjectionnelle. Et en fait, en écho, on n'évalue quasiment que la partie infundibulaire tricuspidienne. On ne peut pas évaluer facilement la partie apicale et la partie euh, de chambre d'éjection. Alors que les atteintes peuvent être différentes selon les pathologies. Par exemple, dans un infarctus antérieur, vous avez une atteinte antérieure que vous ne voyez pas. Il va falloir vous tourner votre sonde en deux cavités pour pouvoir voir cette atteinte, pour avoir des chocs cardiogéniques avec du VD sur l'antérieur à cause de cette atteinte VD. Dans les DVDA, vous avez une atteinte surtout de la paroi enfin de l'infundibulum pulmonaire qu'il faudra aller chercher. Donc, c'est un peu la difficulté du VD, c'est sa géométrie qui est complexe, qui va tourner autour du VG. Et comme elle est très proche de la sonde, on ne voit pas tout ce qui est antérieur et tout ce qui est infundibulaire. Et donc, on va évaluer seulement la zone postérieure et apicale tricuspidienne du ventricule droit. Alors, il faut connaître, comme l'évaluation du VD, ce n'est pas très couramment, il faut connaître un peu les normes. La fraction d'éjection du VD, c'est un peu plus basse que le VG. La normale, c'est supérieur à 45% parce que le VD est plus gros. Fraction de raccourcissement, c'est 32%. Le TAPS, c'est le seuil de normalité, c'est 17 mm. Donc, en dessous de 15 mm, c'est le seuil pronostique. Et l'onde S, normalement, l'onde S, ça doit être supérieur à 15 cm par seconde. Et le seuil pronostique, c'est 10 cm. Donc, quand on a 15 et 10, c'est que c'est déjà altéré, d'accord? Mais surtout, lorsqu'on a un VD dilaté ou une veine cave dilatée non compliante, c'est que le VD ne suit plus. Donc, il est dysfonctionnel, d'accord? On ne peut pas avoir une veine cave dilatée sans avoir un VD qui n'arrive plus à pousser contre la post-charge augmentée. Quand vous faites le strain de ce patient, vous voyez que son strain il est à moins 17%. D'accord. Je vous rappelle que le strain longitudinal du VD, lorsqu'on utilise un modèle à 6 segments, c'est moins 19%, le seuil de normalité. Lorsqu'on utilise seulement la paroi latérale, le seuil de dysfonction, c'est moins 21%. Donc, ce patient, il a une dysfonction VD. Alors, voilà, donc on peut conclure chez ce patient qu'il a une dysfonction VG moyenne à modérée, à 38%, avec des pressions droite et gauche augmentées, qu'il a une post-charge élevée, qu'il a deux fuites fonctionnelles qui ne sont pas sévères, mais qui témoignent d'une élévation des pressions gauche et droite, une dysfonction VD tout à fait modérée avec une veine cave dilatée. D'accord. Donc, vous avez prescrit un bilan qui retrouve un BNP à 4088, une créatinine qui est stable avec une clairance à 40 millilitres minutes et vous souhaitez optimiser son traitement. Quelle stratégie thérapeutique optez-vous? Alors, est-ce que, bien sûr, vous allez optimiser la volémie, vous augmentez les bêta-bloquants, vous introduisez les anti-aldostérone, vous introduisez l'Entresto. Alors, je crois que ça ne s'appelle pas l'Entresto au Maroc, non? Oui, Uperio. Uperio. Alors, je vais l'appeler Uperio.
Ouais, vous introduisez l'Hyperior. On ne va pas voter. Mais Je vous tout le monde rappelle. connaît Entresto à travers. Comment? Mais tout le monde connaît que c'est Entresto. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est pas Hyperior. Bon, je vais utiliser Entresto alors. Alors, je vous rappelle vraiment, Et chez nous, c'est Uperio. Je vous rappelle vraiment le rationnel des inhibiteurs du système rénine-angiotensine aldostérone qui vont jouer sur justement l'inhibition de la stimulation des catécholamines. Donc, ça date des années 95. Et vous voyez, les premières études, c'est avec le bisoprolol et le carvedilol et ainsi que le métoprolol. Ces trois études ont montré qu'il y a vraiment une efficacité très importante des bêta-bloquants. Vous voyez, c'est des durées de suivi qui sont relativement courtes, hein, qui se comptent en une année. On a une réduction de la mortalité de 4 à 5%. C'est ce qui vous fait un nombre de patients à traiter sur un an seul entre 20 et 27 patients, donc pour sauver une vie. Donc c'est très très important. Bien sûr, c'est tous des insuffisances cardiaques symptomatiques avec une dysfonction VG entre 35 et 40%. Donc c'est les bêta-bloquants sauvent des vies, hein, d'accord, pour 20 patients traités, vous sauvez une vie pour un an. Ensuite sont arrivés. Ah, bah alors, j'ai pas les IEC. Alors, les IEC, c'est avant ça. J'ai pas. Juste les IEC, c'est de l'ordre du mois. D'accord? C'est en un mois, on sauve, pareil, un patient pour 7 patients traités. D'accord? Donc, c'est vraiment très important. J'ai oublié de vous mettre la saille sur sur les IEC. Donc, les IEC étaient bien antérieurs dans les années 90 aux bêta-bloquants. Ensuite, les bêta-bloquants sont arrivés on top des IEC. Et cette fois-ci, c'est sur la durée plutôt d'une année et 20 patients à traiter. Et ensuite, on a eu, en même temps que les bêta-bloquants, pas loin après, on a eu les imiteurs de l'aldostérone, les anti-aldostérone. Donc la spironolactone, un peu plus tard les plérénones. Et cette fois, c'est des vies sauvées sur plutôt 2 ans, mais pareil, un nombre de patients à traiter, vous voyez, qui est relativement faible pour pouvoir éviter les décès au bout de 2 ans, donc entre 10 et 14. Donc IEC, bêta-bloquant et inhibiteur de l'aldostérone, hein, c'est quand même des taux enfin, des réductions de mortalité qui sont assez drastiques. Donc, ce serait vraiment criminel de ne pas les mettre aux patients. Et enfin, sont arrivés en 2004, enfin, oui, c'est ça, 2000, que je ne dise pas de bêtises. Ah ben voilà, ça c'est le rationnel des IEC. En 2014. 2014, l'étude sur l'Entresto qui montrait une supériorité par rapport aux IEC et qui prennent une place vraiment très importante puisque chez les patients qui restent symptomatiques sous cette trithérapie, il faut leur introduire l'Entresto et on a même tendance à l'introduire même lorsqu'on n'arrive pas, surtout que lorsqu'on n'arrive pas à optimiser tous ces traitements pour pouvoir, lorsqu'il garde une dysfonction VG. Alors, l'Entresto, c'est quoi? C'est une double inhibition. À la fois, ça inhibe le système rénine-angiotensine-aldostérone grâce au valsartan et ça inhibe la destruction des peptides natréurétiques grâce au sacubitril qui va inhiber les enzymes qui vont détruire le BNP. Sur le plan du rationnel scientifique, dans la dysfonction VG, c'est l'étude Paradigm qui inclut à peu près 8000 patients, 4000 dans le bras Entresto, 4000 dans le bras enalapril à 10 mg. Bien sûr, les critères d'exclusion, c'était des patients qui avaient des antécédents d'angioëdème aux médicaments, mais ça c'était relativement rare, une insuffisance rénale avec une clairance à moins de 30, une hyperkaliémie ou une hypotension inférieure à 100 mm de mercure. Ils avaient auparavant un test pour vérifier qu'ils toléraient bien le traitement avant d'être randomisés. En termes de population, c'est une population classique d'insuffisance cardiaque, dont 30% de fraction d'éjection en moyenne dans chaque groupe, moyenne d'âge de 64 ans, des taux de BNP qui étaient assez élevés à 1600 dans chaque groupe. Il n'y avait pas de différence, ils étaient tous bien traités. Et vous voyez, résultat des courses, on a une nette différence entre les deux groupes.
au bout de 3 ans de survie, on a une différence de 5% de réduction de risque absolu, avec donc un nombre de patients à traiter de 21 pour pouvoir sauver une vie. Donc c'est vraiment un médicament assez révolutionnaire puisqu'il vient en top de ce que les patients avaient déjà avant, sauf pour les IEC qu'on remplace, mais que c'est encore plus puissant que les IEC. Donc ça évite à la fois les décès plus réhospitalisation qui était le critère primaire, mais aussi les décès toute cause, avec un nombre de patients à traiter de 32 pour éviter un décès de toute cause. Vous voyez que c'est relativement bien toléré. La seule, vous verrez en pratique clinique, le seul X, c'est vraiment le taux d'hypotension. Hein, d'accord, il y a 1,3% de patients en plus qui font des hypotensions qui sont symptomatiques, qui peuvent nécessiter d'arrêter le traitement. C'est pour ça qu'il faut aller doucement et progressivement avec les doses. Ce qui est très intéressant pour ceux qui font de l'USI comme moi, c'est que chez les patients qui sont hospitalisés pour une insuffisance cardiaque, et ben, le fait de les introduire précocement après 24 heures du sevrage des inotropes ou 6 heures des vasodilateurs ou des diurétiques IV, et ben, l'Entresto par rapport à l'enanapril, ça permet de faire diminuer de façon plus marquée le taux de BNP, c'était le critère primaire, mais surtout le plus intéressant, c'est que ça diminue énormément la réhospitalisation, les décès et la nécessité de transplantation ou d'assistance cardiaque. Et vous voyez que le nombre de patients à traiter pour éviter ces événements, c'est seulement 13 pour une durée de suivi qui est relativement courte, puisque c'est des nombres de jours, puisque vous voyez, en 2 mois, on réduit quand même de 7 points le nombre de patients, de 7% le nombre de patients qui ont besoin, qui vont décéder, qui vont être réhospitalisés ou qui vont être sur liste de transplant. C'est énorme comme réduction. Donc nous, vraiment l'introduit très très précocement maintenant à la place des IEC. Et je vous rappelle que les traitements d'insuffisance cardiaque, c'est vraiment, il faut les réintroduire très tôt, sauf les bêta-bloquants, il faut avoir une certaine stabilité après un choc cardiogénique, 2 semaines au moins. Mais sinon, les anti-aldostérone, l'Entresto, il faut le mettre tôt. Hein. Euh, alors, parallèlement à cette amélioration pronostique, on a une amélioration du BNP, comme on a vu, mais aussi un remodelage inverse, puisque la fraction d'éjection gagne en moyenne de 10 points au bout d'un an. Les volumes ventriculaires se réduisent aussi à la fois sur le plan systolique et sur le plan diastolique. Vous voyez qu'on perd à peu près 15 millilitres de volume systolique au cours de la première année. Et ça a été confirmé par l'étude Evaluate HF qui montrait qu'on avait bien cette réduction sans qu'il y ait de réduction sur l'impédance aortique. On pensait que ça pouvait aussi jouer sur l'impédance aortique, sur un remodelage aortique, mais il n'y avait pas d'effet significatif. Enfin, il y a une étude qui a été réalisée sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, donc avec une fraction d'éjection à plus de 45%, des gens qui avaient des BNP élevés, donc ils étaient randomisés entre valsartan versus valsartan plus sacubitril. Et malheureusement, cette étude n'est pas positive malgré une différence entre les deux groupes sur le plan de l'hospitalisation et de la mortalité. Vous voyez qu'on a moins d'hospitalisation et de décès chez les patients qui sont traités par Entresto, mais le petit p est à 0,06. Ça sort chez les patients qui ont une fraction d'éjection entre 45 et 50%. Et ils ont l'AMM aux États-Unis pour ces patients-là, mais pas en Europe et pas en France. En tout cas, Paragon n'a pas l'AMM. Voilà. Donc, comment ça se passe en pratique? Moi, je trouve que c'est vraiment un médicament important. En pratique, en fait, il faut suivre l'AMM du pays. Donc, FE à moins de 40% et NYH asymptomatique en France. Alors, on a le tendance maintenant à le mettre un peu plus tôt. Mais ce qui est important, c'est que la pression soit supérieure à 100 mm de mercure. Il faut respecter le DFG supérieur à 30, l'absence d'hypercalémie et surtout arrêter les IEC de plus de 36 heures. C'est le risque d'angioëdème. Nous, on le respecte bien. Donc, lorsqu'ils ont une pression entre 100 et 120, on commence par l'Entresto petite dose, 24-26. On les revoit une semaine après. S'ils ont une pression qui est supérieure à 110, on augmente la dose suivante, donc 49-51 matin et soir. Et ensuite,
On les revoit toutes les 2 et 4 semaines et on va augmenter les doses jusqu'à la dose maximale 97-103. Voilà, donc après, ceux qui ont des tensions élevées à 120, comme le patient, il va commencer d'emblée sur une dose intermédiaire 49-51, qu'on va réaugmenter ensuite selon la pression artérielle à une semaine et à 2 semaines, et ensuite on les suit régulièrement jusqu'à qu'ils tolèrent bien. C'est souvent très très bien toléré, il y a très peu de patients qui tolèrent mal, c'est surtout les petites dames qui tolèrent, qui tolèrent pas très bien, donc il faut leur commencer plutôt des petites doses. Il faut surveiller la kaliémie et la créate à 2 semaines et lors des augmentations de doses. Voilà, donc si je dois résumer, ce qui est important dans l'évaluation échographique de l'insuffisance cardiaque, c'est qu'il faut être très systématique, de faire ce qu'on avait dit, donc une fraction d'éjection, un strain global. Ensuite, on fait précharge VG, précharge VD, il faut quand même mesurer la tension. C'est important de vérifier que le patient, c'est souvent assez simple de baisser la tension pour optimiser les pressions. Ensuite, on fait les fuites fonctionnelles et on fait la fonction VD. Voilà, donc c'est relativement simple. Il faut ensuite bien penser au traitement de l'insuffisance cardiaque qui repose vraiment sur les inhibiteurs système rénine-angiotensine et savoir que l'Entresto est vraiment supérieur aux IEC, ça réduit la mortalité, ça induit un remodelage inverse, donc il ne faut pas oublier. Voilà. Et son introduction, ça doit être le plus précoce possible après un épisode de décompensation. Et pour que ça soit bien toléré, il faut commencer à les petites doses selon la tension et augmenter progressivement. Bon. Je vous remercie beaucoup et puis si vous avez des questions, je suis à vous. Merci beaucoup, professeur Pascal Ali, pour cette conférence intéressante. Les questions, on va les laisser à la fin. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je profite de cette occasion pour remercier l'équipe de l'AMCAR et à leur tête, professeur Saïd, pour les efforts qu'ils font pour tenir tous ces webinaires de façon régulière. Et j'appelle le professeur Nawal Dormi, que je n'ai pas besoin de la présenter parce que tout le monde la connaît. Il est professeur de cardiologie au CHU Ibn Sina, il travaille au service de cardiologie B. Il est chef de soins intensifs. Il est spécialisé en imagerie non invasive, que ce soit l'échocardiographie, l'échographie de stress, l'ARM cardiaque. Il est chapeauté et responsable de l'unité de l'insuffisance cardiaque, des soins intensifs et également de l'unité de cardio-oncologie à l'hôpital Moulay Abdallah, l'hôpital d'oncologie. Donc, Nawal, je te donne la parole. Bonjour, chers collègues et amis. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier le professeur Charaibi de m'avoir invité à animer cette session dans les cadres des assises de l'AMCAR. Et je vais essayer de positionner l'imagerie par résonance magnétique dans l'insuffisance cardiaque. Et je commence d'emblée par dire que, en fait, ce n'est pas une technique rivale à l'échocardiographie. Vous avez vu cette excellente présentation du professeur Pascal Lim qui a montré l'intérêt de l'échocardiographie. Et je vais essayer de voir dans quel cas et comment on va positionner l'IRM dans l'insuffisance cardiaque. Comme vous le savez, l'imagerie par résonance magnétique, c'est une technique qui s'est imposée ces dernières années. Et dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé publique en raison des hospitalisations fréquentes, du mauvais pronostic. C'est une véritable pandémie. La prévalence est de 3%. Quand le sujet est âgé, ça va vers 9-10%. Et donc, comme je l'ai dit, l'examen de première intention, c'est l'échocardiographie. Mais également, l'IRM, elle a un intérêt que je vais détailler. Alors, la définition universelle, toute récente de l'insuffisance cardiaque, c'est l'existence de signes associés à des anomalies fonctionnelles et structurelles cardiaques qui sont corroborées par l'élévation des peptides natriurétiques ou des signes évidents de congestion. Et l'IRM, à mon sens, va se positionner dans la mise en évidence de ces anomalies structurelles et fonctionnelles. Alors, l'imagerie par résonance magnétique, c'est une technique qui est en plein essor, qui nous permet de faire en un seul examen qui va durer en fonction de la coopération du patient entre 20 à 40 minutes, de faire des acquisitions dans le sens dans des coupes ciné qui nous permettent d'évaluer la fonction du cœur, donc par la fraction d'éjection. Également, on va appliquer le tagging qui est l'équivalent du strain. On peut estimer les valvulopathies.
On peut, par des techniques de rehaussement, d'injection de gadolinium, on va voir la fibrose au niveau du cœur. On peut également estimer les pressions de remplissage et voir actuellement avec des nouvelles techniques de mapping de quantifier la fibrose et l'œdème. Et regardez ici à droite de mon écran, vous avez une équipe de jeunes américains qui ont fait, il y a une nouvelle machine d'imagerie par résonance magnétique, mais là, elle se déplace vers les patients et peut-être que dans l'avenir, on ne va pas déplacer les malades vers l'appareil d'imagerie, mais il y aura des appareils qu'on va mettre au lit du patient. Ça sera probablement dans le futur prochain. Alors, tout d'abord, c'est l'intérêt de l'imagerie, c'est l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche, mais vous allez me dire l'échocardiographie, elle est suffisante, tout à fait. Mais donc, quand on regarde les recommandations, elles s'imposent quand on a une mauvaise fenêtre acoustique. Et dans ce cas, on est obligé de faire l'IRM pour évaluer cette fraction d'éjection et par la même occasion, évaluer la fonction ventriculaire droite parce que c'est la seule technique qui nous permet de donner des volumes et des fractions d'éjection. Alors, une fois qu'on va faire cette évaluation de la fonction ventriculaire gauche, on va stadifier le type d'insuffisance cardiaque. Et c'est une insuffisance cardiaque à FEVG réduite, à FEVG préservée ou bien à FEVG intermédiaire entre 40 et 49%. Une fois qu'on a trouvé que c'est une FEVG préservée alors que le patient il a des symptômes, on peut affiner l'analyse par IRM en mesurant les pressions de remplissage, en estimant les pressions de remplissage, en estimant l'oreillette gauche, comme elle a été précisée par le professeur Pascaline, qui est un indice d'évaluation des pressions de remplissage, et également en étudiant la fibrose par un mapping, soit par le rehaussement ou par le mapping, parce que comme vous le savez, dans l'insuffisance cardiaque préservée, c'est une altération de la relaxation, c'est de la fibrose interstitielle qui va entraîner cette altération de la fonction diastolique. Alors, tout d'abord, l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche, ça a été démontré il y a longtemps dans des expériences qui ont été faites aussi bien chez les modèles animaux, in vivo et ex vivo. Ils ont trouvé qu'il y a une très bonne corrélation, une très bonne précision de ces mesures des volumes. C'est une technique qui ne nécessite pas de faire un modèle d'hypothèse géométrique, c'est-à-dire comme on fait à l'échographie, on assimile le ventricule gauche à un ellipse. C'est une technique de sommation où on a la vraie reconstruction du ventricule gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est précise et il y a une forte reproductibilité aussi bien intra que inter-observateur. Donc, c'est une technique qui est précise, reproductible pour l'estimation de la fonction ventriculaire. La technique, elle est simple. On applique un certain nombre de coupes allant de la base vers l'apex et on va faire le contouring qui peut se faire de manière automatique ou semi-automatique. On va faire des corrections pour avoir une bonne estimation de cette fraction d'éjection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites le diagnostic d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il y a un certain nombre de patients qui récupèrent environ un tiers. Soit c'est une récupération qui est complète, soit c'est une récupération qui est partielle, et ceci, c'est l'effet de certains médicaments, comme ça a été précisé dans la présentation du professeur Pascal Lim. C'est l'intérêt de certaines molécules, notamment sacubitril valsartan, qui a prouvé qu'il y a une amélioration de cette fraction d'éjection. Et d'ailleurs, dans ce papier publié l'année dernière, l'IRM cardiaque, en cas d'insuffisance cardiaque, il faut la demander soit initialement, soit au cours de l'évolution. Donc, quand on va donner les différents médicaments de l'insuffisance cardiaque, qui sont les piliers actuellement, qui doivent être prescrits de manière obligatoire, et d'ailleurs, dans ce papier de février dernier, en attendant les nouvelles recommandations qui vont paraître l'été prochain, donc, les piliers du traitement, c'est les bêta-bloquants, les anti-aldostérones, les inhibiteurs des SGLT2 et le sacubitril valsartan qui s'imposent comme en première intention en reléguant les IEC et les ARA2 dans un deuxième temps si le malade ne pourra pas se procurer les médicaments. Et d'ailleurs, comme ça a été démontré dans l'étude PROVA-CHEF, que sacubitril valsartan, il a une action sur ce remodelage inverse en diminuant les volumes et en améliorant la fraction d'éjection, et ceci dès 6 mois, et ça se voit même à 12 mois, et ceci concomitamment à la diminution de NT-proBNP. Alors, quelles sont les cardiopathies qui peuvent être touchées par ce remodelage inverse? Ce sont toutes les cardiomyopathies qui sont non ischémiques, surtout les cardiomyopathies, les CMD, les cardiomyopathies alcooliques ou autres.
Alors là, je vous montre un exemple d'une patiente de la cinquantaine qui avait une altération vraiment sévère de sa fraction d'éjection, comme vous voyez sur ces séquences ciné, avec un ventricule gauche qui est dilaté, une altération de la contractilité intrinsèque. Donc, elle avait à l'époque 30% de fraction d'éjection. Donc, la patiente a été mise sous traitement sacubitril/valsartan avec une amélioration clinique, une réduction de son volume et une amélioration de sa fraction d'éjection qui est aux alentours actuellement de 40%. Donc, pour vous dire qu'il existe un remodelage grâce aux médicaments, il ne faut pas hésiter à faire bénéficier vos patients par ce traitement. Alors, donc, on a vu l'évaluation de la fraction d'éjection. Maintenant, quel est le rôle de l'imagerie par résonance magnétique dans la recherche étiologique? Alors, on se base sur la recherche de fibrose. Et juste pour vous rappeler, il y a 3 types de fibrose. Et il y a la fibrose de remplacement, c'est-à-dire quand un patient fait un infarctus, donc il y a de la fibrose qui va remplacer ce tissu, donc c'est une fibrose cicatricielle. Soit c'est une fibrose interstitielle, donc dans le remodelage, dans les cardiomyopathies dilatées, il y aura de la fibrose interstitielle, soit c'est une fibrose infiltrative, en fait c'est impropre comme terme, en fait c'est des infiltrats qui peuvent se voir dans l'amylose, qui peuvent se voir dans la sarcoïdose ou quand il y a une surcharge en fer, l'hémochromatose. Et donc l'imagerie par résonance magnétique, elle va nous faire comme une étude, je dirais, histologique de ce myocarde. Et donc, plus vous avez cet espace de distribution qui est augmenté, cet espace interstitiel, plus vous avez le produit de contraste qui va être dans cet espace. Et quand je vais regarder ce rehaussement tardif, quand je vais injecter et 10 minutes après, on va faire les acquisitions, ce rehaussement va apparaître comme sous forme d'un hypersignal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre cardiopathie ischémique et non ischémique. Alors, parce que les cardiopathies ischémiques sont les plus fréquentes, c'est la cause la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque, et aussi, on pourrait apporter un traitement quand il y a une viabilité. Et ce pattern, il est assez typique, c'est-à-dire quand on va regarder cette topographie du rehaussement tardif, on pourra rapidement conclure c'est quel type de cardiopathie, est-ce qu'elle est ischémique ou non ischémique, parce que comme vous voyez sur ce schéma, ce sont les couches sous-endocardiques qui sont les plus vulnérables à l'ischémie, et donc le rehaussement que je vais avoir après injection, c'est un rehaussement qui est sous-endocardique, alors que dans les motifs non ischémiques, il peut être sous-épicardique dans les myocardites, il peut être intramyocardique dans les cardiomyopathies dilatées, ou bien c'est un infiltrat dans les amyloses, on y reviendra. Donc, je vais essayer de voir l'intérêt en montrant quelques cas cliniques en fonction de ces étiologies. Alors, juste pour vous dire les différentes études qui ont été faites il y a longtemps, sur des modèles canins, ils ont trouvé que sur des modèles histologiques, donc il y a une concordance entre les pièces anatomiques et ce rehaussement tardif. Donc, c'est la seule technique qui nous permet de montrer cette nécrose à l'imagerie, donc avec une très bonne concordance. Les nouvelles techniques avec le T2 mapping, dans le même sens, ils montrent également cette nécrose. Donc, elle va nous mettre en évidence la cardiopathie ischémique, soit c'est le territoire de l'IVA, la circonflexe inférieure. Elle peut également mettre en évidence des thrombies. Elle peut mettre en évidence des infarctus qui sont localisés au niveau d'un appareil mitral ou bien une extension vers le ventricule droit. Alors, également l'intérêt, parce que comme vous le savez, dans les cardiomyopathies dilatées, la première étiologie la plus fréquente, c'est la cardiopathie ischémique, et on est amené à faire des coronarographies, mais il faut savoir que parfois, on a une coro qui peut être tout à fait normale, et chez 13% de ces cardiomyopathies dilatées, en fait, c'est des authentiques séquelles de nécrose avec une plaque qui est reperméabilisée. Donc, quand même, l'IRM permet de redresser le diagnostic en mettant en évidence une cardiopathie ischémique. Là, c'est un exemple d'un patient qui est fait dernièrement qui montre, regardez ici ce rehaussement tardif sous-endocardique qui concorde avec ces techniques de T1 mapping pré et post, celle-là c'est en post-injection. Alors également, l'IRM va nous montrer au sein de ces zones de rehaussement, de fibrose, des zones de non-reflow, c'est-à-dire une obstruction microvasculaire. On y reviendra quand on parlera du pronostic. Donc là, j'enchaîne avec un cas clinique. Donc voilà pour les cardiopathies ischémiques. Là, c'est le cas d'une patiente de 79 ans qui, au décours d'un deuil, elle a présenté un syndrome coronarien avec une élévation des troponines
Et quand vous regardez un petit peu son IRM, vous voyez qu'il y a une ballonisation apicale. Les segments basaux se contractent bien alors que l'apex ne bouge pas. Et c'est attesté dans les séquences de tagging. Et quand on injecte, la particularité, c'est qu'on s'attend à du rehaussement au niveau de ces zones qui ne se contractent pas, alors que là, il n'y a aucun rehaussement tardif. Ça veut dire que ça élimine le diagnostic d'un syndrome coronarien, et donc c'est le syndrome de Takotsubo. Le Takotsubo, c'est un syndrome qui a été décrit par les Japonais. En fait, le plus fréquent, c'est la ballonisation apicale, mais on peut avoir un taku qui est inversé ou médio-ventriculaire, ou plus rarement localisé à une paroi ou associé à au ventricule droit. Alors, la particularité, c'est que, heureusement, c'est des lésions qui sont réversibles pour la plupart du temps. Là, sur quelques malades colligés au service, on a une récupération de la fraction d'éjection au cours de l'évolution. Et l'IRM cardiaque, elle est intéressante, surtout quand à l'écho, on a toujours une persistance de ces troubles de la cinétique segmentée. On ne sait pas en fait quelle est l'étiologie. Et donc, l'IRM cardiaque, quand il y a quand le trouble de la cinétique il disparaît au bout de quelques temps, on peut confirmer le Takotsubo à l'écho. Mais quand il persiste, l'IRM cardiaque va soit nous confirmer le diagnostic de Takotsubo, soit montrer en évidence les autres causes, à savoir un syndrome coronarien ou une myocardite. Un autre cas, c'est la non-compaction du ventricule gauche, qui est l'excès de trabéculation, alors que le diagnostic se fait en mesurant la zone non compactée sur la zone compactée. Donc, c'est un rapport qu'on mesure en diastole qui doit être au-delà de 2,3. Sinon, on peut mesurer la masse trabéculée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce papier récent de 2020, c'est que le pronostic des patients qui ont une non-compaction du ventricule droit, il est exactement similaire que ceux qui ont une cardiomyopathie dilatée en se basant sur l'évaluation de la fraction d'éjection. Alors là, c'est un patient de 65 ans qui est adressé pour bilan de sa dysfonction ventriculaire gauche. Donc, vous voyez bien que c'est un ventricule qui est hypokinétique avec une fraction d'éjection qui est altérée. Et quand on injecte, regardez le produit de contraste, on a un pattern qui est sous-endocardique. Donc, c'est une fibrose qui n'est pas sous-endocardique, donc ce n'est pas une étiologie ischémique, c'est une étiologie non ischémique, et vu que c'est localisé, c'est probablement d'origine myocarditique. Donc, également, un autre cas, c'est des patients qui sont suivis en pneumologie pour une localisation extracardiaque, pulmonaire ou autre d'une sarcoïdose, et on trouve des localisations myocardiques, c'est de nodules sarcoïdosiques. Alors, quand il s'agit de la phase aiguë, on a besoin de répondre à leur médecin traitant parce qu'on sait que le cœur, c'est la localisation qui conditionne le pronostic. Donc, on doit répondre, est-ce que c'est une atteinte à la phase aiguë? Donc, on a un hypersignal T2, on peut avoir une hyperémie dans les premières minutes après l'injection du produit de contraste, ou bien c'est un rehaussement tardif qui est sous-épicardique. Sinon, on peut affiner l'analyse par la mesure du T2 mapping. Alors, le T2 mapping, c'est une quantification de l'œdème et de l'inflammation. Quand il est allongé, ça veut dire qu'il y a une inflammation myocardique qui va imposer un traitement immunosuppresseur. Alors d'ailleurs, les malades qui ont une sarcoïdose extracardiaque, l'IRM, quand elle est normale, donc c'est une simple surveillance, mais quand il y a du rehaussement tardif, ça va changer un petit peu le pronostic de ces patients et ça pourrait imposer ou indiquer un défibrillateur chez ces patients parce qu'ils peuvent faire des arythmies qui peuvent entraîner une mort subite. Alors, on change de registre avec une insuffisance cardiaque à FEVG préservée avec une hypertrophie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une hypertrophie, cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique? Vous voyez qu'il y a un épaississement des différentes parois. Au passage, il y a un épaississement du septum interauriculaire, une altération du strain, de la contractilité intrinsèque. Et quand on fait l'injection du produit de contraste, vous voyez qu'il y a une prise de contraste qui est hétérogène, qui concerne également les oreillettes, et je vous laisse deviner, c'est une amylose cardiaque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail qui a été publié récemment également, c'est qu'on va utiliser ces techniques de T1 mapping natif, c'est-à-dire sans injecter le produit de contraste. Et en fonction de cette valeur, on va voir est-ce que le sujet est porteur d'une amylose ou pas. Quand le T1 natif il est normal, on peut exclure le diagnostic. Quand il est élevé, on peut considérer le diagnostic d'amylose cardiaque, mais quand il est intermédiaire, là, on va injecter pour voir si vraiment il y a cette fibrose ou pas.
Alors, un autre cas de figure, c'est toujours dans les insuffisances cardiaques à FEVG préservées, ça peut être une hémochromatose. Et là, c'est une technique simple pour déterminer cette pathologie. On n'a pas besoin d'injecter le gadolinium. C'est une simple mesure du T2 étoile, T2 star. Et donc, c'est une technique simple. Il suffit d'appliquer le ROI au niveau du septum. Et quand ce T2 il est abaissé moins de 20 millisecondes, ça veut dire que le malade est porteur d'une hémochromatose. Alors, enfin, dans la cardiomyopathie dilatée, on va estimer la fraction d'éjection, on va rechercher les foyers de fibrose. Et d'ailleurs, dans ce papier d'Erwan Donald, il faut faire une IRM cardiaque chez tout patient qui a une cardiomyopathie dilatée pour évaluer la fraction d'éjection parce que c'est le gold standard et pour une caractérisation tissulaire. D'ailleurs, dans une série qui a été publiée il y a longtemps, on avait pris toutes les cardiomyopathies dilatées. On n'a pas commencé par la cour, on a commencé d'emblée par une IRM cardiaque et on a vu un petit peu le diagnostic. Donc, l'ischémie qu'elle vient en tête et on répondait en même temps est-ce que le malade avait une ischémie, une nécrose qui était viable ou non. Puis ensuite, il y a un nombre assez important de non-compactions ou de séquelles de myocardite. Alors également, on peut affiner cette recherche de fibrose par l'injection du produit de contraste, mais également par le T1 mapping. Et si on fait avant et post-gado, on peut estimer l'espace extracellulaire quand il dépasse 25%. Ça veut dire qu'il y a de la fibrose interstitielle. Donc, vous voyez qu'avec cette technique d'injection, on fait une véritable cartographie. On va éliminer les étiologies ischémiques des non-ischémiques. On peut voir les cardiomyopathies dilatées avec la fibrose intramyocardique. On peut faire le diagnostic des myocardites. Dans les CMH sarcomériques, c'est au niveau de la jonction VDVG. On peut faire le diagnostic de l'amylose cardiaque, du Fabry également, de l'hémochromatose. L'autre volet, donc après l'étiologie, c'est la stratification pronostique. Et pour la stratification pronostique, alors ce produit de contraste, plus il est étendu en matière de cardiopathie ischémique, plus il y a d'événements cardiovasculaires. C'est-à-dire que quand vous avez plus de 6 segments ou un rehaussement au-delà de 60%, vous avez moins de taux de survie, vous avez plus d'événements cardiovasculaires. La même chose, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a de l'obstruction microvasculaire, donc il y a plus d'événements cardiovasculaires, c'est-à-dire de mortalité, de réhospitalisation et d'arythmie. Dans la sarcoïdose, là aussi, l'existence de rehaussement tardif est également accompagnée d'événements cardiovasculaires, de mort subite, de TEV et de décès par arythmie. Alors, en matière de cardiomyopathie dilatée, la même chose, donc ça va toujours dans le même sens. Qui dit présence de rehaussement tardif dit plus d'événements, à savoir la mortalité, l'évolution vers l'insuffisance cardiaque et la mort subite. Donc ici, dans ce papier également, ça a été démontré que donc, à chaque fois que vous avez du rehaussement tardif, il y a plus d'événements cardiovasculaires. Alors ça, c'est un dernier papier qui a été partagé par Dr Bennis et qui montre qu'ils ont comparé en fait la valeur de cette fibrose avec la fraction d'éjection, parce que vous savez que pour stratifier les cardiomyopathies, on a besoin de fraction d'éjection. Alors ils ont trouvé que le fait d'avoir une dysfonction VG, une fraction d'éjection moins de 35%, et le fait d'avoir de la fibrose, c'est responsable de la mortalité toute cause, c'est responsable de la mortalité d'origine cardiovasculaire, c'est responsable d'arythmie, mais quand il s'agit de mort subite, c'est beaucoup plus la fibrose qui est supérieure à la fraction d'éjection. Et d'ailleurs, quand on cumule les deux paramètres, c'est-à-dire dysfonction VG sévère avec fibrose, et il y a plus d'événements cardiovasculaires quand on associe ces deux composantes, surtout dans la survenue de mort subite. Alors, en matière de CMH, la même chose. Donc, on va mettre en évidence la fibrose. À chaque fois qu'on la met en évidence, ça veut dire qu'il y a un risque d'arythmie. Elle existe chez 60 à 70% des patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique. Là, je vous montre un exemple de patient qui a une cardiomyopathie hypertrophique médio-ventriculaire associée à un anévrisme de l'apex. Là, un autre patient, regardez, il y a du rehaussement tardif avec un thrombus au niveau de l'apex. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que dans les recommandations de 2014 pour la stratification du risque de mort subite, les Européens préconisent l'antécédent d'histoire de mort subite, une syncope, le maximum d'épaisseur au-delà de 30, le diamètre de l'oreillette gauche, alors que les Américains qui viennent de publier récemment les recommandations dans
dans la cardiomyopathie hypertrophique, alors ils tiennent en compte quand même le rehaussement tardif, l'existence d'un anévrisme apical et l'évolution vers une cardiomyopathie, une dysfonction ventriculaire gauche. Donc peut-être que c'est des paramètres qui peuvent affiner le risque de mort subite chez ces patients, surtout dans les risques intermédiaires dans les recommandations européennes. Alors, on fait un autre papier qui parle de la quantification pronostique en cas de FEVG préservé. Alors, il a été démontré sur des méta-analyses de plusieurs études que la présence de fibrose, qu'un allongement du T1 mapping, qui veut dire la fibrose interstitielle, la présence d'ischémie myocardique et l'altération de la fonction VD, ce sont tous des facteurs de mauvais pronostic en cas d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé. Alors, qu'en est-il de la thérapeutique? Donc, vous savez très bien que dans l'infarcture du myocarde, il ne suffit pas dans l'IRM de dire que c'est ischémique ou non, mais on va dire est-ce que ce myocarde est viable. Ça a été démontré il y a longtemps dans les travaux de Kim, il y a plus de 20 ans maintenant, que plus vous avez un rehaussement étendu, moins il y a de chances de récupération. Donc, quand c'est limité à moins de 50%, le myocarde va récupérer quand on va le revasculariser, soit par angioplastie ou bien par chirurgie. Et d'ailleurs, regardez ici, quand c'est moins de 50%, il y a une récupération de la fonction systolique. Quand c'est au-delà de 50%, il n'y a aucune amélioration, que ce soit dans les occlusions chroniques, dans les post-infarctus ou dans l'insuffisance cardiaque chronique. Alors également, un autre intérêt dans la thérapeutique, c'est quand vous avez de l'œdème myocardique, quand je vous ai parlé tout à l'heure de sarcoïdose ou bien de malades qui ont un lupus avec atteinte myocardique, on peut guider la thérapeutique, c'est-à-dire quand on va montrer des T2 mapping qui sont élevés, qui témoignent d'inflammation, le malade va être mis sous traitement immunosuppresseur et on pourra contrôler, voir que sous immunosuppresseur, il y a une nette diminution de l'inflammation. Enfin, un intérêt également chez les patients qui sont candidats à une resynchronisation. L'IRM cardiaque, elle est intéressante parce qu'elle va montrer des zones de fibrose. Et que vous savez que les non-répondeurs, ce sont les patients qui ont des zones de fibrose, par exemple au niveau de la positionnement de la sonde, au niveau ventriculaire ou bien au niveau de la paroi latérale. C'est pour ça qu'on a des mauvais répondeurs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des zones de fibrose où on va mettre les sondes de resynchronisation. Donc, à travers cette présentation, je vous ai mis un petit peu l'intérêt de cet IRM qui se positionne dans le diagnostic étiologique en mettant en évidence soit une cardiomyopathie dilatée, ischémique ou non, le Takotsubo, la non-compaction, dans les hypertrophies, est-ce qu'il s'agit d'une amylose ou d'une cardiomyopathie, une hypertrophie sarcomérique. Et également, on peut affiner encore plus cette analyse avec les techniques de T2 mapping pour l'inflammation, du T1 mapping pour rechercher cette fibrose interstitielle. Juste au passage, dans le Fabry, il est plutôt diminué, c'est un dépôt d'alpha-galactosidase au niveau du myocarde. Également, les techniques de T2 étoile pour rechercher le fer intramyocardique. Et donc, ça va affiner, c'est une quantification de ces lésions myocardiques. Donc, en conclusion, je dirais que l'IRM cardiaque, elle nous permet une estimation qui est fiable de la fonction ventriculaire gauche, qui nous permet de faire le diagnostic étiologique en faisant le diagnostic des cardiopathies ischémiques et non ischémiques. Et c'est la seule technique qui va nous montrer cette fibrose. Et donc, elle va, en matière de cardiopathie ischémique, elle va montrer les lésions qui sont viables et les lésions non viables. Elle a un intérêt puissant dans la stratification pronostique et également, elle peut guider la prise en charge de ces patients. Je vous remercie et je suis prête à répondre à toutes les questions qui me seront posées. Merci Nawal pour cette excellente présentation. C'est Atif Tila. Nous allons commencer par les questions de la première conférence. Sibniès. Bon, en attendant, qu'est-ce que j'ai comme question? Donc, j'ai les questions. La première, que veut dire pour vous une veine cave inférieure dilatée mais compliante? Alors, est-ce que si la veine cave est dilatée et compliante, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des pressions et augmenter? Alors, ça, c'est très important. Ce qu'il faut faire, c'est une veine cave dilatée. On peut la trouver compliante parfois parce que en fait, la coupe, lorsqu'on inspire, n'est pas dans le plan de coupe. Il y a une espèce de chute, hein, vous voyez, il y a un changement de plan et on a fait un travail qui a été publié dans le JACE
je vous ai montré où il y a une sous-évaluation de la non-compliance. C'est-à-dire que ça vous arrive parfois, quand vous inspirez, quand le patient il inspire, la veine cave est dilatée, on a l'impression qu'elle se collapse. Mais en fait, c'est juste parce que le foie il change de plan. Vous êtes d'accord? Donc, il faut vraiment faire très attention. Et c'est vraiment cette variation respiratoire qu'il faut prendre en compte. S'il y a une variation qui est à moins de 50%, c'est qu'elle est augmentée. Si elle est plus de 50%, c'est que les pressions sont bien préservées. Lorsque vous avez une veine cave qui est dilatée et qui est compliante, il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas un changement de plan. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, nous, la sonde 3D. Donc, en faisant un biplan dessus, on vérifie qu'on n'a pas un changement de plan. Voilà. Donc, vraiment, les publications, c'est sur le plus sensible et spécifique, c'est sur la variation du diamètre. Ce n'est pas sur la veine cave en soi. Je vais vous montrer, je pense que je dois encore les diapos ouvertes. Je vais vous remontrer la diapositive. C'est moins sensible, hein, les variations enfin, les diamètres tout court. Donc, j'ai plus C'est pas grave. Voilà. Notre question, est-ce que le PISA, il dépend des conditions de charge? Non, la PISA est indépendante des Des conditions. conditions de charge, exact. Non, ça, c'est comme l'équation de continuité, hein, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites une équation de continuité d'un rack, ça ne dépend pas des conditions de charge. La PISA, c'est pareil, ça ne dépend pas des conditions de charge. C'est une équation de continuité. Donc, l'impact de la charge sera imputé des deux côtés de l'équation. En présence de fibrillation auriculaire, quels sont les paramètres qui restent valides? Alors, la PISA, c'est le paramètre le plus valide. C'est pareil, puisque à chaque fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est dans une PISA, c'est valide, sauf le seul problème que vous allez avoir, c'est que la Vmax que vous utilisez ne sera pas automatiquement la Vmax qui correspond à l'hémisphère que vous allez échantillonner. Donc, il faut faire très attention de prendre plusieurs cycles et plusieurs valeurs. On a souvent tendance à prendre la plus grosse boule qui correspond souvent à la plus petite Vmax, puisque c'est un peu proportionnel. Donc, il faut vraiment s'astreindre à faire 5 mesures consécutives, à prendre des petites et des grosses Vmax, à prendre des petites et des grosses boules de PISA. Une question un peu philosophique, ils disent dans la classification de l'insuffisance cardiaque, on la classe en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et puis insuffisance cardiaque à fraction d'éjection intermédiaire. À quoi ça sert cet intermédiaire? Parce que sur le plan pratique, ça n'a pas donné quelque chose. Exactement. Alors, ils ont tout à fait raison. Il y a l'équipe de Toulouse. Alors je pense que c'est l'équipe de Toulouse et l'équipe d'Olivier Lérès de Toulouse qui ont publié un papier qui montre que ça ne sert à rien. L'intermédiaire rejoint la fraction d'éjection altérée. D'ailleurs, les résultats de l'étude d'Entresto sur les Paragon HF sur l'Entresto sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée montre que l'Entresto marche justement sur cette partie intermédiaire qui correspond probablement à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, parce que la fraction d'éjection conservée, c'est vraiment c'est compliqué. Il y a plusieurs il y a un symptôme et plusieurs maladies. Donc, c'est une entité qui regroupe l'amylose, l'hypertension, la fibrillation atriale avec les IT. Donc, c'est difficile d'avoir une thérapie qui marche, mais sur une entité qui est aussi diversifiée. Mais en tout cas, entre 45 et 50, ça doit rejoindre l'insuffisance cardiaque à fonction VG altérée. Benias, tu peux continuer si tu as des questions. Oui, il y a des questions pour Pascal. Alors, l'échographie et sa fréquence dans le suivi de l'insuffisance cardiaque, comment ça se passe chez vous, Pascal? Alors, ça se passe, ça se passe selon selon surtout les symptômes. Globalement, chez un patient qui est relativement stable, on essaie de faire une échographie tous les ans. Et sinon, c'est chez les patients qui sont un peu plus instables, notamment qui ont des valvulopathies à évaluer régulièrement, par exemple des IT ou des IM fonctionnels, où on a besoin de titrer le traitement, notamment le traitement diurétique
avec parfois on leur fait des cures de lévocimendant. Là, on rapproche beaucoup plus le suivi. Donc, ça peut être régulièrement entre 2 semaines à 3 mois selon l'intensification du traitement. Donc, ça sert pas mal à titrer surtout les fortes doses de diurétiques. Quand on a besoin de mettre des fortes doses de diurétiques, et la titration de la veine cave inférieure est assez essentielle. Il y a des questions sur l'Entresto et l'échocardiographie. Bon, il y a les symptômes, mais est-ce que l'échocardiographie te permet des fois de choisir et d'aller directement à l'Entresto ou tu es classique, c'est les symptômes qui persistent sous IEC pour switcher? Alors, c'est une question qui est très intéressante hein, parce qu'en fait, on a souvent, on devrait souvent plutôt se référer à l'AMM, mais c'est vrai que chez les patients qui gardent une insuffisance mitrale fonctionnelle ou unité sévère, avec des veines caves dilatées, même si le patient reste, se dit asymptomatique, on voit bien sur les données de l'échographie que ce n'est pas vrai. Et chez ces patients dont on sait que les fuites fonctionnelles vont aggraver le pronostic, nous, on n'hésite pas à passer sur des thérapies beaucoup plus agressives, et notamment l'Entresto et les dapagliflozine qui arrivent. Donc, on combine vraiment le maximum. L'insuffisance cardiaque, je pense, le traitement, c'est vraiment retrouver l'équilibre le plus tôt. C'est comme un patient qui marche sur un fil de fer, hein. C'est-à-dire qu'il faut renforcer ce fil de fer pour que le patient garde l'équilibre. Une fois qu'il tombe, il est blessé, il tient encore moins bien. Et donc, il faut vraiment le sécher, mettre, je pense, les traitements les plus efficaces. Je sais que c'est une histoire de coût, hein, l'Entresto, mais l'Entresto, si c'est bien toléré, il n'y a pas de doute que ça fait mieux que les IEC. Et puis après, il faut mettre on top la dapagliflozine qui vient de sortir, qui est sortie ou qui va sortir chez vous, je ne sais pas trop. Voilà. Donc moi, c'est notre position, c'est d'être le plus agressif possible pour pas que les patients retombent sur le déséquilibre de la balance système rénine-angiotensine-aldostérone. Merci. Serhatore, on alterne, professeur Dormi, professeur Oui, on laisse se reposer, oui, on laisse se reposer, professeur Pascal. Nawel, y a-t-il, la question dit, y a-t-il moyen d'évaluer la fonction diastolique du VG à l'IRM? Alors, tout à fait, on peut évaluer la fonction diastolique par l'IRM. Il suffit de faire des séquences spéciales qui s'appellent des séquences de contraste de phase et on a exactement le flux mitral comme ce qu'on a à l'échocardiographie. Également, on peut appliquer des vélocités au niveau du myocarde et estimer les pressions de remplissage, avoir le volume de l'oreillette gauche. Donc, ça se fait en IRM également, mais c'est tellement chronophage. Et à chaque fois qu'on peut faire cette technique avec l'écho, on laisse la main à l'écho. Là, c'est sauf si on n'arrive pas à l'échocardiographie, que le malade n'est pas échogène. À ce moment-là, on pourra le faire. J'ai une question. Nawel, s'il te plaît. Oui. Pardon, Khatolerek, toujours dans la même question que tu viens de poser. Ben, il y a beaucoup d'insuffisance cardiaque et ça va faire beaucoup d'IRM. Est-ce que tu peux nous dire quels seraient les insuffisants cardiaques qui vraiment ont besoin de cette IRM et qui va permettre d'aller un petit peu pour optimiser ou pour choisir un traitement par rapport à d'autres? Est-ce que tu peux nous guider? En fait, l'IRM, elle est vraiment indispensable dans tout bilan d'insuffisance cardiaque pour rechercher l'étiologie, pour stratifier le pronostic, pour guider le traitement. Donc, à chaque fois que l'appareil est disponible, le patient pourra le faire. Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'il est quand même indispensable. C'est comme la question que tu me dis, est-ce qu'on va faire l'écho à tous les insuffisants cardiaques? Oui. Ben, l'IRM, c'est la même chose. Le problème de l'IRM, c'est le problème de disponibilité. Est-ce qu'il y a des patients coopérants, des patients claustrophobes? C'est des choses, c'est ça les questions qu'on pourrait... mais sinon, à chaque fois que vous avez un patient, il faut lui faire quand même une IRM, au moins une fois pour l'évaluation. J'ai une question sur le remodelage.
disent que le remodelage inverse, bon, comme l'évaluation de la fraction d'éjection à l'échocardiographie est très opératoire dépendant, est-ce qu'on a besoin vraiment de l'ARM au départ et à la fin pour prouver qu'il y a vraiment le remodelage inverse? Alors, en fait, dans un papier que je vous ai montré, non, il ne préconise pas au départ et à la fin. Il suffit d'avoir une seule, soit une au départ, soit une après. C'est-à-dire que le patient il a déjà eu une échocardiographie qui montre une dysfonction VG qui est sévère. Vous pouvez, s'il n'a pas encore eu d'IRM, faire l'IRM et voir est-ce que vraiment il y a une amélioration de cette fraction d'éjection. Mais faire 2 IRM comme ça, le bon sens veut dire non. Une seule IRM dans l'évaluation, mais pas aller faire des contrôles IRM à chaque fois. Et toujours concernant le remodelage inverse, pourquoi je dis que ce n'est pas dans les cardiopathies ischémiques? Parce que dans les cardiopathies ischémiques, on ne peut pas avoir de remodelage inverse. Alors, dans les cardiopathies ischémiques qui sont non viables, il n'y a pas de remodelage, bien sûr. Quand ils sont viables, bien sûr, il y a une récupération de la fraction d'éjection. Donc, c'est surtout ces questions de viabilité. Un myocarde qui n'est pas viable, il ne va pas récupérer, même si on le revascularise. Alors que contrairement, quand on donne un traitement par l'upério chez des patients, vous avez eu tous attesté des patients qui ont des cardiomyopathies dilatées ou autres. Quand on donne ce traitement, au bout de quelques mois, au bout d'1 an, on voit qu'il y a quand même un petit remodelage inverse. Parfois, il y a même des patients qui récupèrent intégralement. Toujours pour Nawal, est-ce que l'ARM peut nous aider à poser l'indication du défibrillateur dans la resynchronisation et dans certains cardiomyopathies dilatées? Question Madame Ablali. Alors, pour poser le défibrillateur, on a besoin de fraction d'éjection. Donc, c'est à partir de cette fraction d'éjection. Et dans l'étude d'Anish, on avait montré que les malades qui ont une cardiomyopathie dilatée non ischémique ne bénéficiaient pas de défibrillateur. Et peut-être que l'IRM va se positionner chez ces patients chez qui on a mis en évidence de la fibrose, parce que la fibrose, elle est associée à des arythmies. D'ailleurs, le papier que j'ai montré, qui est paru cette année-là, en 2021, l'existence de fibrose, c'est un facteur de mort subite supérieur à la fraction d'éjection. Donc, je pense que ça va faire partie des recommandations. Fibrose avec dysfonction sévère, ça va aider à affiner, à trouver plus les candidats pour un défibrillateur. D'ailleurs, c'est exactement comme dans l'histoire de la CMH. Les Américains, actuellement, ils ont introduit le rehaussement à l'IRM, les anévrismes apicaux et l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. C'est bien, c'est la question pour Pascal. Bon, je continue avec Nawal. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a la question? Vous avez, s'il vous plaît, on peut savoir l'incidence de chaque type d'insuffisance cardiaque, qui est le type le plus fréquent? Alors, la plus fréquente, c'est la cardiopathie ischémique, c'est la plus fréquente. Dans les amyloses, c'est environ 13% des cardiomyopathies hypertrophiques. Ensuite, il y a quand même un pourcentage qui n'est pas négligeable des post-myocarditiques et enfin les non-compactions du ventricule gauche. Je pense que c'est une question pour le professeur Lim. Que voulez-vous dire par rejet modéré de greffe? Quelle est la cause? C'est une question, puis on va poser 3 questions. Que voulez-vous dire par rejet modéré de greffe? Deuxième question, quelle était la cause de la décompensation cardiaque chez votre malade? Troisième question, quels sont les mécanismes de l'hypertension artérielle chez ce patient jeune? Une question. En fait, les greffes, quand vous faites des biopsies, il y a 4 stades de greffe. D'accord? Donc, il y a le stade minime, modéré, moyen et sévère. Donc, ça dépend des infiltrats inflammatoires qu'il y a au niveau de la biopsie endomyocardique. Donc, les infiltrats modérés, ça ne se traite pas. Ensuite, quel est le mécanisme d'hypertension? En fait, c'est des patients qui sont traités par cyclosporine et par corticoïdes. Et donc ça, on sait que ça a des toxicités sur les artères et sur les reins. Donc c'est le mécanisme principal d'hypertension artérielle chez les greffés qui sont jeunes. Et le mécanisme chez ces patients qui sont greffés au bout de 18 ans, bon, je pense qu'il y a à la fois le rejet chronique et puis il y a aussi alors lui, il n'a pas de maladie de greffon, mais ce ne sont pas des cœurs complètement sains, puisque c'est des cœurs qui sont
qui sont transplantés. Et donc, il peut y avoir chez certains patients, au bout d'un certain temps, avec le rejet, avec la maladie du greffon, il peut y avoir une activation du système rénine-angiotensine, comme dans les myocardites, qui fait que c'est les cœurs qui se surchargent et au fur et à mesure que la surcharge survient, et vous allez avoir une dilatation, une contrainte pariétale, et après, c'est un cercle vicieux. L'insuffisance cardiaque, je pense que pour tous ceux qui font l'insuffisance cardiaque, on sait que c'est un cercle vicieux. Vous pouvez partir d'un cœur sain, avoir une myocardite un jour, ou un infarctus minime, comme l'a signalé le professeur Dokmi, et vous pouvez avoir une dilatation au fur et à mesure du VG, et avec un traitement adapté, vous pouvez récupérer une fonction VG normale. Donc voilà, c'est assez multifactoriel. Hein, on n'a pas une cause précise une seule cause de l'insuffisance cardiaque chez ces patients greffés. Je pourrais te poser une question. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais en France, à l'hôpital Georges Pompidou, on faisait des IRM pour les rejets de greffe. Oui. Est-ce que vous faites ça ou vous passez directement aux biopsies? Alors, on fait des biopsies beaucoup plus facilement, et après on fait des IRM si jamais il y a, par exemple, ce patient il a une IRM, on n'a rien trouvé, on n'a pas trouvé de fibrose, mais oui, on fait facilement des biopsies lorsqu'on a une biopsie négative. Par exemple, on n'a pas d'explication à une dégradation de la FEVG, on peut être amené à faire une IRM. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut absolument que tous les patients insuffisants cardiaques aient une IRM, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des pathologies qu'on ne suspecte pas, qui peuvent être révélées. Il y a une question pour Nawal. Bon, je pense que tu as déjà répondu à cette question. Ils disent que est-ce que c'est l'apport de l'ARM par rapport à l'échocardiographie, c'est surtout pour le diagnostic étiologique? Oui, je dirais étiologique, pronostic qui est important quand même, guider la thérapeutique et une évaluation précise de la fonction des deux ventricules. Surtout le ventricule droit, on est limité, on a des indices indirects à l'échocardiographie. Donc, parfois, on est amené, surtout dans les cardiopathies congénitales, par exemple les phallo-opérés qui ont des fuites pulmonaires massives. Donc, on est amené à mesurer la fonction VD, le volume et faire une évaluation de la fuite pulmonaire qui se fait facilement par l'IRM pour évaluer le volume régurgité. Donc, oui, donc ce sont ces différents volets, donc pronostic, étiologie, guider le traitement et évaluation précise de la fonction. Sibniès, tu as des questions? Oui, une question pour Monsieur Pascal, s'il est toujours. Alors, est-ce qu'il. Bon, peut-être pour les deux, c'est sur la scintigraphie. Est-ce que vous faites de temps en temps des scintigraphies à vos patients insuffisants cardiaques, notamment quand il s'agit d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Alors, vous voulez que je réponde pour commencer, professeur Dogmi? Oui, oui, allez-y. Alors, je pense que les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, c'est ce qu'on avait dit, ils ont plusieurs entités. Donc, soit on part de quelque chose, d'une cardiopathie hypertrophique, et donc le rôle de la scintigraphie, ça va être d'éliminer d'une part l'amylose, donc on fait une scintigraphie osseuse qui permet d'éliminer les amyloses ATTR. Et si le patient est incapable de faire une échographie de stress ou une IRM de stress, on peut envoyer en scintigraphie pour dépister une cardiopathie ischémique si sa créate ne permet pas de faire une coronarographie. On a tendance, un OAP ou avec un peu de tropo, on a tendance à les envoyer directement à la coro. Parce que on se situe à une forte probabilité, mais lorsqu'il n'y a pas de tropo, il n'y a pas de modification électrique, c'est vrai que les tests non invasifs ont tout à fait leur place. Voilà, c'est comme ça que nous, on situe la scintigraphie myocardique, c'est le dépistage de l'ischémie. Je parlais de la scintigraphie osseuse, Pascal. Ah, tu parlais de la scintigraphie osseuse. En fait, s'il y a une hypertrophie homogène et pas systématisée avec un SAM, on fait une scintigraphie osseuse plus un prélèvement pour une étude de l'électrophorèse des protéines sériques et urinaires.
enfin une protéinurie. Oui, on est assez large sur la scintigraphie osseuse quand il y a une hypertrophie homogène. Merci. Nawel, tu as parlé tout à l'heure de la fibrose. Est-ce qu'il y a un intérêt à la quantifier ou tout simplement de dire qu'il y a de la fibrose ou Alors, en fait, il n'y a plus pas vous de avez, fibrose? Est-ce qu'il y a un en fait, intérêt de quantifier cette oui, il y fibrose? a un intérêt de la quantifier. D'ailleurs, sur certains papiers, quand ils montrent qu'il y a un pourcentage, il la calcule en fonction de la masse ventriculaire gauche. Plus vous avez plus de fibrose, plus il y a un risque, plus ça a un impact pronostic beaucoup plus important. Donc, même la quantification, elle est très, très importante. C'est pas seulement dire présente ou absente, mais même l'étendue de cette fibrose, elle a un impact pronostic. Et j'ai une question, bon, je pense que c'est pour donc, professeur Pascal, la place de la 3D dans l'évaluation de la fonction VG. Ah, alors ça dépend de votre expérience, ça dépend de la machine que vous avez. Si vous avez une très bonne machine et que vous êtes très expérimenté, en 2D ou en 3D, pour moi, ça n'apporte pas beaucoup de choses parce que c'est vrai que maintenant, les méthodes de quantification de la fonction VG sont relativement précises et je ne vois pas beaucoup de gains, même si les outils sont très perfectionnés pour la mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Alors, si vous êtes moins expérimenté, l'acquisition est un peu plus difficile. Donc, la 3D n'a pas une place, à mon sens. Après, j'ai des collègues qui ne partagent probablement pas mes opinions, mais je n'ai pas, enfin, dans mon expérience, je trouve qu'il n'y a pas une assez grande sensibilité ou spécificité qui permettent un usage au quotidien et même dans le suivi des chimiothérapies aux anthracyclines, où là, le strain est beaucoup plus facile et beaucoup plus euh, abordable pour la moyenne des praticiens par rapport au 3D. Le vrai essor du 3D, c'est vraiment pour les valvulopathies, que ce soit dans l'évaluation des fuites difficiles, complexes, comme dans les endocardites, ou dans l'échographie de stress, où ça facilite l'acquisition du stress. Voilà, moi, pour être honnête, j'utilise jamais le 3D pour l'évaluation des insuffisants cardiaques en dehors de causes spécifiques, quantification de valves ou échographie de stress. C'est là où on cantonne le 3D ou dans les clips métro en paire procédure. Sébignas, des questions? Ouais, je crois qu'on a fait. On passe au volet thérapeutique parce qu'il y a quelques questions sur le traitement. Oui, on revient sur les questions concernant l'entresto, je crois. Oui, il y a 3 ou 4 questions, oui. Alors, il y a la question bon, un patient qui est stable, bon, on l'a posé tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que l'échocardiographie va te permettre d'aller vers l'entresto si tu as un patient qui a une FE basse, un VG trop dilaté, des choses comme ça. Donc, c'est une question qu'on a posée tout à l'heure, mais elle est Oui, posée d'une autre. là, je pense que c'est important. C'est-à-dire que si vraiment le VG continue à se dilater, que la FE s'altère, que le patient dit qu'il est asymptomatique, le BNP augmente, enfin, je pense qu'il faut quand même prendre les valeurs objectives et enfin, considérer que l'insuffisance cardiaque, c'est quand même c'est comme un cancer, hein, c'est 50% de mortalité à 5 ans. Et donc, ne pas hésiter si le patient peut payer un médicament ou plusieurs médicaments à renforcer son traitement. En tout cas, avoir 30% de fraction d'éjection, c'est pas la même survie qu'avoir 40% de fraction d'éjection, hein. Donc, c'est clair que, enfin, je pense que c'est du bon sens, quoi, hein. Alors, il y a la deuxième question, les patients qui font le remodelage inverse et qui remontent à plus de 40, tu les laisses ou… Ah bah oui. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que, et on le voit très bien chez les patients qui ont des cardiopathies dilatées à coronaire saine, c'est que il leur arrive un épisode ils récupèrent tout leur fraction d'éjection, ils sont resynchronisés. Il leur arrive un petit couac, ils arrêtent enfin, ils arrivent dans un hôpital, on leur arrête tout le traitement.
d'accord, et vous les revoyez 2 ans plus tard, ils se retrouvent avec 30% de fraction d'éjection. En fait, ce sont des ventricules qui sont susceptibles au système rénine-angiotensine. Et dès qu'on arrête le traitement, il suffit d'un déséquilibre de la balance, je pense, apport et besoin pour que le patient se déstabilise et qu'on enclenche le processus de dilatation. Enfin, ça, c'est un truc qu'on voit couramment, c'est-à-dire qu'un patient, il vient, il décompense complètement parce qu'il avait arrêté son traitement et après, il se dégrade et on le retrouve avec 30% de fraction d'éjection à tout recommencer, quoi. C'est encore plus dur. À chaque fois qu'on chute, c'est encore plus dur de remonter. Si je peux intervenir pour l'arrêt du traitement, c'est pas conseillé quand il y a un remodelage inverse total. Ça a été prouvé par l'étude TREDHF qui avait fait 2 groupes de patients, ceux chez qui on a arrêté le traitement et ceux qui ont poursuivi le traitement. Ben, dans le bras qui ont arrêté, 40% ils ont récidivé avec dégradation de leur FEVG. Donc le message qu'il faut garder, c'est qu'il faut maintenir le traitement, ne pas l'arrêter, même si on a une récupération de la fraction d'éjection. Bien, merci. Bien. Non, Secrétaire. on n'a pas d'autres questions. Merci à vous. Donc, merci. Je passe la parole à Monsieur le Président. Saïd. Ben, écoutez, merci beaucoup. On a eu droit à une très très belle session sur l'imagerie de l'insuffisance cardiaque. 2 très belles présentations et puis aussi un très beau débat avec des questions-réponses très intéressantes qui ont enrichi un petit peu le sujet. Merci beaucoup Pascal pour ta disponibilité, pour ce très joli topo. Merci beaucoup Nawal pour ton topo très très intéressant que j'ai trouvé magnifique, très bien illustré, avec beaucoup de nouveaux messages. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup c'est Ali, merci beaucoup c'est Atif pour votre modération exemplaire, magnifique. Voilà, je remercie tous les cardiologues qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure-ci. Je remercie les laboratoires Novartis et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire, Inch'Allah. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.